Je souhaite saluer tout le monde, chères mesdames et messieurs, chers collègues. Je souhaite encore une fois vous féliciter pour la fête de la grande victoire, remercier nos amis, nos partenaires étrangers qui ont été avec nous à Moscou pendant ces jours pour les célébrations du jubilé, afin de rendre hommage à la génération des vainqueurs. Nous honorons tous ceux qui ont contribué à la victoire commune sur le nazisme. Ce sont nos alliés de la coalition anti-hitlérienne, les soldats chinois, les participants à la résistance antifasciste en Europe, les combattants des mouvements de libération nationale en Afrique, dans la région Asie-Pacifique, les volontaires des pays d'Amérique latine. Nos amis, nos personnes partageant les mêmes idées sont unies par une mémoire commune et le respect de l'histoire, de l'exploit des vrais héros qui se sont battus pour la liberté. Et bien sûr, sur notre responsabilité pour l'avenir, pour la construction d'un monde plus juste et plus sûr. Ce sont précisément les questions dont dépend directement le développement stable et durable de l'ensemble de la communauté mondiale, de l'Eurasie et d'autres régions du monde, qui ont été au centre des rencontres bilatérales et multilatérales tenues à Moscou. Elles se sont bien sûr déroulées dans une atmosphère particulière, solennelle et festive, mais ont en même temps été exceptionnelles, riches et substantielles, remplies de thèmes de l'agenda politique, économique et humanitaire. En guise de conclusion, ce que je voudrais faire maintenant, je dirais qu'en 4 jours, du 7 au 10 mai, nous avons eu des événements de visite officielle des dirigeants de 3 États étrangers: la République populaire de Chine, la République bolivarienne du Venezuela et la République socialiste du Vietnam. En outre, 20 rencontres bilatérales ont lieu avec les chefs des pays de la CEI, d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Amérique latine. Au total, 27 chefs d'État de la CEI, d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Amérique latine, ainsi qu'une dizaine de dirigeants d'organisations internationales ont participé aux festivités. 6 autres pays ont été représentés à un niveau élevé. Nous voyons dans une participation aussi large des délégations des pays étrangers et des organisations internationales un témoignage inspirant de la véritable consolidation autour des idées et des valeurs impérissables de notre grande victoire commune. Nous sommes reconnaissants aux dirigeants de 13 États qui ont envoyé des unités des forces armées nationales pour participer au défilé sur la place rouge. Leur marche côte à côte avec nos unités de défilé a rempli la fête commune d'une énergie particulière, d'un esprit de fraternité, de combat forgé pendant les années de la Seconde Guerre mondiale. J'ai été heureux de remercier personnellement les chefs militaires de l'armée populaire coréenne, de transmettre les mots les plus chaleureux aux soldats et aux commandants des unités des forces spéciales de la République populaire démocratique de Corée, qui, avec nos combattants, ont effectué de manière professionnelle, je tiens à le souligner, consciencieusement les tâches lors de la libération des zones frontalières de la région de Koursk des formations du régime de Kiev. Je souligne qu'ils ont fait preuve de courage et d'héroïsme, ont agi, je tiens à le répéter, de manière honnêtement professionnelle, ont montré une bonne formation et une bonne préparation. Et bien sûr, pour tous les chefs d'État, ce fut un honneur particulier d'accueillir dans les tribunes les principaux héros du jubilé de la victoire, les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, de Russie, Israël, d'Arménie, de Mongolie. Je note que malgré les menaces, le chantage des obstacles créés, allant jusqu'à la fermeture de l'espace aérien vers Moscou, les dirigeants de certains pays européens, Serbie, Slovaquie, Bosnie et Herzégovine, sont également venus.
Je le répète, nous comprenons la pression massive à laquelle ils ont été confrontés et c'est pourquoi nous apprécions sincèrement leur courage politique, leur position morale ferme, leur décision de partager la fête avec nous, de rendre hommage à la mémoire des héros de la Grande Guerre patriotique de la Seconde Guerre mondiale, qui sont battus à la fois pour leur maison ancestrale et pour débarrasser le monde entier, toute l'humanité sans aucune exagération, de la peste brune. Pour nous, il est important que des millions d'Européens, des dirigeants des pays qui mènent une politique souveraine, se souviennent de cela. Et cela nous inspire de l'optimisme, de l'espoir que tôt ou tard, en nous appuyant notamment sur les leçons de l'histoire, sur les opinions de leur peuple, nous commencerons à aller vers le rétablissement des relations constructives avec les États d'Europe, y compris ceux qui aujourd'hui ne renoncent toujours pas à la rhétorique anti-russe et aux actions manifestement agressives à notre égard, qui essayent encore, nous le voyons directement ces jours, de nous parler essentiellement de manière grossière et avec l'aide de ultimatums. Un véritable exemple de relation moderne et égalitaire au XXIe siècle est notre partenariat global et notre interaction stratégique avec la République populaire de Chine. Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, était l'invité principal des événements solennels consacrés au 80e anniversaire de la Grande Victoire. Nous avons eu des négociations exceptionnellement fructueuses, deux déclarations communes ont été adoptées au niveau des chefs d'État, un certain nombre d'accords intergouvernementaux et interministériels ont été signés, couvrant des domaines tels que l'énergie, le commerce, la finance, la science, la culture et bien d'autres encore. Comme je l'ai déjà dit, il a été convenu qu'en septembre, j'effectuerai une visite officielle de retour en Chine pour les célébrations du 80e anniversaire de la victoire sur le Japon militariste. Il est profondément symbolique et logique que les principaux événements commémoratifs liés au 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe et en Asie se déroulent précisément à Moscou et à Pékin, les capitales des États dont les peuples ont traversé les épreuves les plus difficiles et ont payé le prix le plus élevé au nom de la victoire commune. Chers collègues, je pense qu'il est évident pour tous que la question du règlement du conflit en Ukraine a également été abordée lors des négociations et des rencontres qui ont lieu à Moscou. Nous sommes reconnaissants à tous nos invités, à tous nos amis, pour l'attention qu'ils portent à ce conflit et pour les efforts qu'ils déploient afin de le faire cesser. À cet égard, je crois qu'il est nécessaire de m'arrêter sur ce sujet séparément. À cet égard, je veux dire que, comme vous le savez, la Russie a déjà présenté à plusieurs reprises des initiatives de cesser le feu. Cependant, ces initiatives ont été sabotées à maintes reprises par la partie ukrainienne. Ainsi, le régime de Kiev a violé de manière ostentatoire environ 130 fois le moratoire de 30 jours. Je tiens à le souligner, de 30 jours du 18 mars au 17 avril sur les frappes contre les installations énergétiques qui avaient été annoncées conformément à notre accord avec le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Le cessez-le-feu de Pâques initié par la Russie n'a pas non plus été respecté. Le régime de cessez-le-feu a été violé par les formations ukrainiennes près de 5000 fois. Néanmoins, pour la célébration du jour de la victoire, et nous consacrons que c'est aussi une fête sacrée pour nous, on peut seulement imaginer, nous avons 27 millions de pertes. Eh bien voilà, pour cette fête sacrée, pour nous, nous avons annoncé un cessez-le-feu pour la 3e fois. Parallèlement, nous avons transmis à nos collègues occidentaux, qui, à mon avis, me semble-t-il, cherchent sincèrement des moyens de règlement. Nous leur avons transmis également notre position sur cette question de la cessation de la trêve pour le jour de la victoire, qu'à l'avenir, nous n'excluons pas la possibilité de prolonger les délais de cette trêve, mais bien entendu après une analyse de ce qui se passera dans ces quelques jours. D'après les résultats de la façon
dont le régime de Kiev réagira à notre proposition. Et que voyons-nous? Quels sont ces résultats? Les autorités de Kiev, vous, au fond, vous voyez vous-même tout cela parfaitement, n'ont absolument pas répondu à notre proposition de cesser le feu. De plus, après l'annonce de notre proposition, et cela s'est produit, comme vous vous en souvenez, le 5 mai de cette année, les autorités de Kiev ont déjà entrepris des attaques à grande échelle du 6 au 7 mai. 524 drones ont participé à l'attaque et un certain nombre de missiles de fabrication occidentale. Simultanément, 45 becs, des bateaux sans équipage en mer Noire, ont également été utilisés. Et pendant ces 3 jours, en fait, de la cessation du feu que nous avons annoncé le 8, le 9 et le 10 mai, se produisait ce que vous avez également vu dans les médias. En fait, d'après vos messages, cela était clair. Pendant cette période, 5 tentatives délibérées d'attaque contre la frontière de la Fédération de Russie dans la région de Koursk, à la jonction avec la région de Belgorod, ont été entreprises. Précisément les jours de la cessation du feu que nous avons annoncé. De plus, 36 autres attaques ont été entreprises dans d'autres directions. Toutes ces attaques, y compris les tentatives de pénétrer sur le territoire de la Fédération de Russie dans la région de Koursk et la région de Belgorod, ont été repoussées. De plus, nos spécialistes militaires estiment qu'elles n'avaient aucune signification militaire et qu'elles ont été menées exclusivement pour des raisons politiques. L'ennemi a subi de très lourdes pertes. Comme je l'ai déjà dit, les autorités de Kiev ont non seulement rejeté notre proposition de cesser le feu, mais aussi, comme nous l'avons tous vu, ont essayé d'intimider les dirigeants des États réunis pour les célébrations à Moscou. Vous savez, chers collègues, je regardais lorsque je rencontrais mes collègues ici à Moscou, cette pensée m'est venue. Je vais la partager avec vous. Qui essaye-t-il d'intimider parmi ceux qui sont venus à Moscou pour célébrer la victoire sur l'Allemagne nazie? Qui essayait-il d'intimider? Car ceux qui sont venus chez nous sont des leaders, non pas en raison de leur position officielle, de leur fonction, ce sont des leaders par leur caractère, leur conviction et leur volonté de défendre leurs convictions. Et qui a essayé de les intimider? Ceux qui se mettent au garde à vous et rendent hommage et applaudissent les anciens soldats de la SS et érigent au rang de héros nationaux ceux qui ont collaboré avec Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale? Il me semble que c'est une tentative manifestement indigne avec des moyens indignes et ceux qui essaient de le faire ne correspondent pas à l'ambition qu'ils se fixent eux-mêmes. Je le répète, nous avons proposé à plusieurs reprises des mesures pour un cessez-le-feu. Nous n'avons jamais refusé le dialogue avec la partie ukrainienne. Je rappelle encore une fois que ce n'est pas nous qui avons interrompu les négociations en 2022. C'est la partie ukrainienne qui l'a fait. À cet égard, malgré tout, nous proposons aux autorités de Kiev de reprendre les négociations qu'elles ont interrompues fin 2022, de reprendre les négociations directes, et je souligne, sans aucune condition préalable. Nous proposons de commencer sans délai, dès jeudi prochain, le 15 mai, à Istanbul, là où elles se sont déroulées auparavant et là où elles ont été interrompues. Comme vous le savez, les collègues turcs ont proposé à plusieurs reprises leurs services pour organiser de telles négociations et le président Erdogan a fait beaucoup pour les organiser. Je rappelle qu'à la suite de ces négociations,
Un projet de document commun a été préparé. Il a été paraphé par le chef du groupe de négociation de Kiev, mais sur l'insistance de l'Occident, il a simplement été jeté à la poubelle. Demain, nous avons une conversation prévue avec le président turc, M. Erdogan. Je vais lui demander de nous donner cette possibilité de tenir des négociations en Turquie, en espérant qu'il confirmera son désir de contribuer à la recherche de la paix en Ukraine. Nous sommes prêts à des négociations sérieuses avec l'Ukraine. Leur sens est de supprimer les causes profondes du conflit, de parvenir à l'établissement d'une paix durable à long terme et sur une perspective historique. Nous n'excluons pas qu'au cours de ces négociations, il sera possible de s'entendre sur de nouvelles trêves, sur un nouveau cessez-le-feu et sur un véritable cessez-le-feu qui serait respecté non seulement par la Russie, mais aussi par la partie ukrainienne. Ce sera une première étape, je le répète, vers une paix durable et non un prologue à la poursuite du conflit armé. Après le réarmement, le renforcement des forces armées ukrainiennes et le creusement fiévreux de tranchées et de nouveaux points d'appui. Qui a besoin d'une telle paix? Notre proposition est, comme on dit, sur la table. La décision appartient maintenant aux autorités ukrainiennes et à leurs parents qui se fondaient, semble-t-il, sur leur ambition politique personnelle et non sur les intérêts de leur peuple. Veulent continuer la guerre avec la Russie avec les mains des nationalistes ukrainiens. Je le répète, la Russie est prête à des négociations sans aucune condition préalable. Actuellement, il y a des combats, une guerre. Et nous proposons de reprendre les négociations que nous n'avons pas interrompues. Qu'y a-t-il de mal à cela? Ceux qui veulent vraiment la paix ne peuvent que soutenir cela. Parallèlement, je voudrais à nouveau exprimer ma gratitude pour les services de médiation, les efforts visant un règlement pacifique de la crise ukrainienne qui sont entrepris par nos partenaires étrangers. Il s'agit de la Chine, du Brésil, des pays d'Afrique, du Moyen-Orient et plus récemment de la nouvelle administration des États-Unis d'Amérique. En conclusion, je voudrais encore une fois remercier tous ceux qui ont partagé avec nous les célébrations du 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme. Je suis convaincue que cet esprit de solidarité, d'harmonie qui nous a unis pendant ces jours à Moscou nous aidera à l'avenir à construire une coopération et un partenariat fructueux au nom du progrès, de la sécurité et de la paix. Et profitant de l'occasion, je voudrais également souligner le rôle énorme des journalistes, des représentants des agences d'information mondiales, des chaînes de télévision, de la presse qui ont couvert les événements du jubilé, le programme de plusieurs heures des négociations et des rencontres de travail actuelles. Ils ont fait beaucoup pour que les gens de différents pays du monde aient senti l'atmosphère unique des jours de fête actuels à Moscou. Et bien sûr, je vous remercie pour cette rencontre, car elle a lieu assez tard et bien sûr, tout le monde est déjà fatigué. Merci beaucoup pour votre attention.